relation avec votre profil et votre formation, comme donc futur ingénieur de génie civil. Tremblement de terre. Oui. Tremblement de terre. D'autres? Oui. Mauvaise construction. Donc c'est un immeuble qui est encore en construction et qui s'effondre. D'accord? Donc ça ne peut pas être un tremblement de terre. Donc ça, c'est un nouveau immeuble. S'il s'agit d'un tremblement de terre, on va trouver donc tous les immeubles qui seront touchés. Mais il y a des parties qui ne sont pas touchées et il y en a d'autres parties qui sont touchées. D'accord? Donc il s'agit donc d'un nouveau bâtiment en construction qui s'effondre pendant le déroulement de la construction. À votre avis, pourquoi? Quelles sont les causes qui ont causé ce drame-là? Et qui derrière? Placez-vous par exemple à la place d'un expert, qu'on lui demande de faire une expertise de ça et nous sortir quelles sont les différentes causes qui ont causé ce drame. Oui? Mauvais calcul. Donc un mauvais calcul, ou plus précisément, mauvaise réalisation. Peut-être. Dimension, très bien. Un mauvais dimensionnement. Mauvais dimensionnement. Mauvais choix des matériaux. Donc, la personne derrière tout ça, qui a mal dimensionné? C'est l'ingénieur. Donc cet ingénieur, qu'est-ce qu'il a utilisé? Qu'est-ce qu'il peut utiliser comme théorie, comme outil pour arriver au dimensionnement? Des équations. Elle va utiliser des équations, très bien. Donc ce sont des équations qui sont mal utilisées. D'accord? Ces équations-là, elles représentent quoi? Elles modélisent quoi, ces équations normales? Les efforts. Quoi encore? Les déformations. Très bien. Voilà. Ici, je parle d'efforts, je parle de déformation. Quelle est la partie visible? Les déformations. Donc, puisqu'ils sont visibles, donc on peut les caractériser comme des problèmes physiques. Très bien. Donc ça, c'est un problème physique. Donc ce problème physique, pour pouvoir donc le quantifier, le calculer, comment on le fait? On le transforme en quoi? En équation, très bien. En équation. Donc ça, c'est un modèle, on appelle modèle physique, au phénomène physique ou naturel, qui est modélisé par des équations mathématiques. Très bien. Bon, donc ici, donc, on passe de l'observable au calculable. Il faut prédire, il faut calculer, il faut quantifier, tout ça, les équations mathématiques. D'accord? Bon, ici, donc, vous regardez, donc ici, il y a un drame. À votre avis, donc, quelles sont les déformations qui ont causé le drame? Des types de déformations que je peux avoir. Je vois ici des poteaux qui sont cassés, qui sont partout. D'accord? Des dalles qui se sont effondrées. Donc comment ils peuvent se déformer, donc ces éléments du type en compression, quoi encore? En compression encore. Ils peuvent se comprimer. Traction encore. Flexion peut fléchir, et ainsi de suite. Si je prends par exemple l'élément de base dans une construction, l'élément de base généralement il est comme ça.
comme cette poutre par exemple. Donc cette poutre horizontale, il va reposer sur deux éléments verticaux qu'on appelle, donc ça ce qu'on appelle les poteaux, ça ce qu'on appelle les poutres. Donc les déformations que je peux avoir des déformations de ce type-là. Après donc, qu'on dépasse les limites, la flexion, il va devenir donc une rupture. Je passe à une rupture. Bon, donc la résistance des matériaux, c'est ça. C'est la science qui permet d'établir les relations mathématiques permettant de prédire les déformations et en fonction des charges appliquées sur une structure, ou qui permettra par la suite de trouver les dimensions exactes de la structure qui va résister. Donc pour ne pas arriver à un drame comme celui-ci, il faut bien maîtriser ces équations-là. C'est-à-dire en fonction, il faut bien maîtriser les charges qui s'appliquent, d'accord? Et en fonction des charges qui s'appliquent et les conditions de travail, on applique les équations de la résistance de matériaux pour par la suite arriver aux dimensions permettant les dimensions de la structure qui va bien résister aux charges extérieures. Voilà, donc c'est notre objectif, c'est ça, c'est d'arriver à cet objectif de la résistance des matériaux. Voilà, donc la résistance donc, des matériaux s'intéresse à l'étude des systèmes déformables. Pour un corps soumis à des forces extérieures, les relations de l'ARDM permettent de déterminer les efforts intérieurs, les contraintes qui sont engendrées, les déformations qui en résultent et enfin les dimensions des structures étudiées. Donc ici nous avons donc deux approches envisageables. Donc il y a une approche de détermination, c'est-à-dire je pars des conditions de travail, les chargements, d'accord, les conditions dans lesquelles va travailler la structure. Il peut travailler la structure par exemple dans une zone qui est sismique, là je dois tenir compte de des paramètres sismiques, etc. En général, le calcul de détermination permet, connaissant seulement les conditions de travail, je calcule les dimensions. Je ne connais pas les dimensions a priori. Le calcul de vérification. Le calcul de vérification se fait surtout pour les structures qui sont déjà, par exemple, en service. Je vérifie est-ce que la structure a été calculée aux normes ou non. Comme par exemple le cas du drame. Là, ce qu'on va faire, on va vérifier ces structures-là qui étaient déjà en service, on va vérifier est-ce que ces structures sont calculées aux normes ou non. Donc ça, c'est le calcul de vérification. Pour le calcul de vérification, je connais les dimensions, je connais la forme, je connais tout. Je vérifie est-ce que ça respecte les normes ou non. Parce que les experts, lorsqu'ils vont arriver, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre des échantillons, ils vont faire des essais sur ces échantillons, ils vont comparer avec les normes. Premièrement, il y a les conditions de résistance, il y a aussi les normes en vigueur. D'accord? Par exemple, il y a les normes nationales et il y a des normes internationales, comme les Eurocodes, par exemple. Voilà donc la résistance des matériaux. Les hypothèses. Donc nous avons des hypothèses sur la résistance des matériaux qui sont des hypothèses sur le matériau élastique, linéaire, homogène, isotrope. On travaille encore pour nous dans le cadre des petites déformations. D'accord? Donc on néglige donc tous les éléments d'ordre supérieur à 1 dans les équations. Et le solide, utiliser, vérifier aussi la définition d'une poutre. Donc c'est quoi donc une poutre? Il est défini comme suit. Donc la ligne moyenne droite doit être droite ou à grand rayon de courbure. La section aussi droite ou varie progressivement, une grande longueur par rapport aux dimensions transversales et l'existence d'un plan de symétrie. D'accord? Donc la symétrie doit être de point de vue géométrie, mais aussi de point de vue chargement. Donc le chargement que je dois avoir à gauche du plan de symétrie, je dois avoir le même chargement à droite du plan de symétrie. Comme ça, je peux travailler seulement dans le plan de symétrie. Voilà donc des exemples de profilés qui représentent un plan de symétrie géométrique.
les profilés donc en I, en U, carré, circulaire, en T, etc. Ça sont des profilés maintenant qui n'ont pas d'axe de plan de symétrie. Donc le plan ici ne représente pas une symétrie, la même chose pour celle-là, le U, le T. Donc ça, ce sont des plans qui ne représentent pas des plans de symétrie, donc je ne peux pas faire une étude de résistance de matériaux dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, donc je dois faire appel à d'autres données supplémentaires. Par exemple, des coefficients de sécurité, des coefficients de correction, etc. Les efforts donc, de symétrie, donc les efforts extérieurs, donc toujours, donc, comme ce que vous avez vu donc, en statique, on revient à l'équilibre, à étudier donc l'équilibre de la poutre. Pour étudier donc l'équilibre de la poutre, on va faire donc le bilan des forces extérieures, des actions mécaniques extérieures qui peuvent être soit des charges concentrées, soit des charges réparties. Un exemple ici de poutre chargée par des charges concentrées, un moment, des charges réparties sur une longueur. Les appuis. Donc tout ça, ce sont donc des terminologies qu'on doit apprendre, des termes techniques. Donc les appuis, il y a l'appui simple dans lequel la réaction il est perpendiculaire au plan tangent. Dans ce cas-là, il est vertical. Les appuis articulés, j'ai deux composantes. Les encastrements, j'ai deux composantes de la force plus un moment d'encastrement. Donc les efforts internes, donc ce sont les efforts, ce qu'on appelle aussi les efforts de cohésion. Lorsque je travaille dans une section, donc l'effort interne peut être décomposé en un effort normal et un effort tangentiel parallèle au plan de la section qui peut être décomposé en deux composantes qui est le TY et suivant Y et suivant Z si je prends un axe X, Y, Z comme celui-là. Donc le moment résultant dans la section G, il est aussi peut être décomposé en trois moments. Le moment perpendiculaire normal à la section qu'on appelle le moment de torsion et deux moments tangentiels à la section qu'on appelle les moments de flexion. Le torseur de cohésion, on arrive maintenant au torseur de cohésion, comme le torseur donc, des forces extérieures. Le torseur de cohésion, c'est tout simplement les éléments des efforts intérieurs, d'accord, qui permettent la cohésion des deux tronçons que nous avons étudiés. Donc ici, je trouve donc un effort normal, deux efforts tangentiels, un moment normal et deux moments tangentiels. D'accord? Donc après, donc en détail, on verra quelles sont les sollicitations qui sont causées par chacun de ces éléments de réduction. Voilà donc un tableau ici qui résume les sollicitations que nous avons à chaque fois que nous avons un élément de réduction qui est non nul. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les sollicitations simples. Pour l'effort normal, j'ai soit l'extension, soit la compression. Pour l'effort tangentiel, j'ai le cisaillement. Pour le moment normal, j'ai la torsion. Les moments tangentiels, j'ai la flexion. Et je peux par la suite combiner, avoir des charges qui sont combinées. Voilà. Donc, dans la résistance des matériaux, le travail se fait dans une section, parce qu'on travaille avec les contraintes. Une contrainte, c'est quoi? C'est une contrainte, c'est homogène à quoi? C'est homogène à quoi? À une force divisée par la surface. Homogène à quoi? À une pression, très bien, c'est homogène à une pression. Parce que c'est homogène à une pression, donc on travaille dans une section. On doit choisir une section donnée et on travaille dans cette section. Donc on cherche le torseur de cohésion dans la section et les contraintes dans la section, et ainsi de suite. Comment choisir les sections? Les sections, donc on les choisit en fonction des variations, des chargements et des conditions limites qui sont les appuis. On choisit donc la section suivant un plan et on calcule, donc on cherche tous les éléments de réduction dans la section. La section peut être choisie soit
après chaque changement d'appui, ou après changement de charge, ou après un changement de direction. D'accord? Donc je choisis donc les tronçons, ou bien donc si j'ai donc deux parties qui changent, donc à chaque fois donc qu'un paramètre change, je dois changer de section. Lorsque donc je change de section, ce que je fais par la suite, j'étudie l'équilibre des tronçons que j'ai utilisés. Donc on équilibre sur l'action des forces extérieures et des forces exercées par le deuxième tronçon sur le premier tronçon. Maintenant donc on passe donc à la traction unilatérale. Donc ça c'est la première donc, sollicitation qu'on étudie. Donc la traction, un solide soumis à la traction, ou une poutre soumise à la traction, c'est les efforts appliqués tendent à allonger la structure. Donc là on parle de sollicitation à la traction. Et dans ce cas, dans le cas où j'ai donc un effort, une répartition donc uniforme, la contrainte est donnée par la relation l'effort normal divisé par la section de la poutre. Voilà, donc la contrainte, c'est la force divisée par la section. Et après, donc la déformation correspondance, dans le cas de l'extension, elle est un allongement. Dans le cas de la compression, c'est un rétrécissement. D'accord? Et on définit le taux d'allongement qu'on appelle la déformation, qui est un rapport entre l'allongement et la longueur initiale. L'essai de l'extension est celui-là. Donc on prend une éprouvette avec des dimensions qui sont normalisées dans le catalogue, d'accord? Et on soumet donc l'éprouvette à un chargement en traction, d'accord? On tire l'éprouvette donc des deux côtés et après, sur la courbe, on trace l'évolution, la courbe de l'évolution de la déformation en fonction de la force. Donc j'exerce une force et j'allonge. Là donc on observe dans cette courbe-là la zone A qui donne donc une courbe linéaire, c'est une droite, et la courbe ABCD qui est une courbe non linéaire. Donc OA, c'est ce qu'on appelle la zone élastique ou de déformation réversible. D'accord? C'est comme le solide dans cette zone-là, il se comporte comme un ressort. D'accord? Lorsque je relâche, le solide, donc il revient et reprend son état initial. Donc cette courbe-là, c'est la courbe la plus importante dans les essais mécaniques, surtout l'essai de traction. Elle permet de trouver deux paramètres essentiels, et bien deux caractéristiques essentielles d'un matériau qui sont le module de Young et le facteur de Poisson. Voilà, donc le module de Young, ce n'est rien que le rapport entre la force et l'allongement, d'accord? Donc c'est la pente de la courbe. Dans le modèle, donc je connais la force, je mesure l'allongement, je divise la force par l'allongement, je trouve donc le module de Young qui caractérise la rigidité. Donc ici, il y a différents exemples pour ça. Aussi, pour calculer donc ce qu'on appelle le coefficient de Poisson, c'est le rapport entre la déformation transversale et la déformation longitudinale. Voilà donc quelques caractéristiques du matériau qu'on peut déterminer par l'essai de traction, la contrainte limite élastique en extension, la contrainte limite de rupture en extension, l'allongement pour 100, c'est donc le rapport entre l'allongement sur la longueur initiale multiplié par 100 pour le trouver donc en pourcentage.
Maintenant, donc, on passe à la loi, ce qu'on appelle donc la loi de comportement. C'est ça ce qui a été déterminé par, c'est la loi de comportement, c'est ce qui est représenté par la courbe qu'on vient donc de voir tout de suite. Donc c'est la courbe, donc la loi de comportement, c'est la loi qui permet de chercher comment un matériau va se déformer suite à une charge appliquée. Je prends deux matériaux différents pour la même charge et on ne va pas se déformer de la même manière. Et c'est ça ce qui diffère la mécanique donc des solides indéformables des solides déformables. Donc dans les solides indéformables, nous avons seulement les équations d'équilibre. Ici, nous avons en plus des équations d'équilibre, nous avons la loi de comportement qui nous donne donc les informations comment le solide va se déformer et comment il va réagir suite à une sollicitation imposée. Donc dans le cas de l'élasticité linéaire, dans laquelle fait partie la résistance des matériaux, cette loi s'appelle la loi de Hooke. Conditions de résistance. Bien sûr, donc lorsqu'on dimensionne, on pose un critère de résistance. Ce critère-là, donc il faut que la contrainte maxée ne doit pas dépasser la limite élastique. En plus de la limite élastique, on impose un coefficient de sécurité là pour être un peu loin des limites. D'accord ? Ce coefficient de sécurité, il dépend des domaines dans lesquels on travaille. Dans l'aéronautique, il y a des coefficients, dans l'automobile, il y a des coefficients, dans le génie civil aussi, il y a des coefficients. Généralement, il est de l'ordre de 1,2, 1,3, mais ça reste selon le domaine et selon les normes en vigueur. Dans chaque norme, on trouve des coefficients de sécurité à appliquer. Il faut les voir et voir donc les mises à jour. Voilà donc ici l'effet des variations brusques de la section. Donc parfois, je suis obligé de faire des variations brusques de la section dans tous les domaines. Lorsque je fais donc une variation brusque de la section, c'est-à-dire que je ne respecte pas l'hypothèse initiale d'une poutre, là donc je dois introduire des facteurs correctifs, qui est par exemple le facteur de variation de la section. Donc chaque type de variation, on trouve dans les catalogues le facteur. On vous donne, voilà le facteur de variation de la section. Donc tout ceci pour rester toujours en sécurité. Voilà. Donc voilà donc un résumé donc du cours sur la traction-compression.